Bonjour, je vous propose une seconde vidéo sur les sémaphores. Alors dans un premier temps, je ferai des corrections des deux petits exercices que je vous ai donnés dans la première vidéo. Et après, on va se concentrer sur un problème qui est le problème des lecteurs-écrivains. Alors, petit rappel, comment travailler le cours. C'est important, donc refaites bien les expérimentations que j'ai données en Java. Cherchez par vous-même les solutions aux deux exercices. Et puis, testez vos solutions en Java. Alors, petit rappel, l'exercice 1, vous avez 6 processus, et l'objectif, c'est faire un petit programme pour chacun des processus de telle manière qu'il respecte les contraintes de précédence données par le graphe. Et enfin, bien tester votre solution en Java. Alors, une solution de l'exercice 1, il s'agit d'associer à chaque processus un sémaphore. À chaque processus PI, on associe un sémaphore. Et donc à chaque processus PI, on commence par faire P de SEM I pour chaque processus en amont, puis on exécute son code, et on termine l'exécution du processus par un V de SEM J pour chaque processus en aval. Alors si je regarde le code des 6 processus, on voit par exemple pour P0 qu'il n'y a personne en aval, il fait son code, que j'ai appelé action 0, et il fait V de SEM 1 et V de SEM 2. Donc un par processus qui est en aval. Pour P1, il fait P de SEM 1 parce qu'il a juste un processus en aval, il fait l'action 1, et V de SEM 3 et V de SEM 4, donc 1 pour chaque processus qui est en aval. Et prenons un autre exemple, par exemple P4. P4 qui a deux processus en amont, donc il est contraint de faire P de SEM 4 et P de SEM 4, donc il le fait 2 fois avant de faire son action, et termine par un V de SEM 5. Bon, par rapport à ce problème-là, il existe d'autres manières de résoudre ce petit problème, mais en général, si vous commencez à réduire le nombre de sémaphores, souvent la solution est erronée. Donc, d'où l'importance de le programmer en Java. Donc, une petite démonstration. Donc, afin d'avoir une vision générale du problème, j'ai considéré un graphe que j'ai décrit sous la forme d'un tableau d'entier. Donc pour chaque nœud, j'indique la liste des successeurs. Donc par exemple pour le processus 0, ses successeurs c'est le processus 1 et 2. Pour le 1, c'est 3 et 4, puis ainsi de suite. Notez que le dernier, il n'a aucun successeur. On retrouve ici deux tableaux qui ne sont pas encore initialisés. Donc un qui va stocker notre tableau de sémaphore, donc un sémaphore par processus, et pour chaque processus, combien il a de prédécesseurs. Donc là, je donne une méthode que j'ai appelée init, qui permet d'initialiser le tableau de sémaphore et le tableau pred. Donc j'initialise leur taille. Ici, j'initialise pred à 0, et je donne une valeur pour chacun des sémaphores, avec comme valeur initiale 0. Et là, c'est un petit algorithme qui initialise pred au nombre de prédécesseurs. Donc l'algorithme est simple, il suffit de parcourir chacun des nœuds du graphe, et pour chaque nœud, je parcours ses successeurs, et pour chacun des successeurs, j'incrémente la valeur de pred. Donc là, on retrouve le code d'un processus. Le code d'un processus est relativement simple. Il consiste à faire n fois SEM le P de son sémaphore. On le fait autant de fois qu'il y a de prédécesseurs.
Là, c'est un petit code intermédiaire qui simule le fait que le processus est en train de bosser. Et après, pour chacun des processus successeurs, on fait un V de SEM pour signaler que on a fini de bosser. Voilà. Et donc dans le programme principal, je me contente d'initialiser les processus et de les démarrer. Donc si je lance l'exécution de ce programme, bon, je l'avais compilé précédemment, qu'est-ce qu'on obtient? Donc ici on a une exécution où on voit que P0 bosse en premier, après on retrouve P1 et P2 qui bossent en parallèle, suivi à un moment donné de P4 et de P3 qui bossent en parallèle, et ça termine par P5. Donc ça respecte bien les contraintes de précédence du graphe qui était décrit ci-dessus. Alors comme mon programme est général, qu'est-ce que je peux faire? C'est modifier le graphe. Donc dans ce graphe-là, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter parmi les prédécesseurs des nœuds, donc un des successeurs du dernier nœud par exemple, je vais lui associer la valeur 3. De cette façon, je vais créer une boucle entre les processus, ce qui devrait introduire un blocage du système. Donc observons le comportement. Pour ça, je vais être obligé de recompiler le programme. Et quand je le lance, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le programme ne s'arrête pas, il est bloqué. Et donc, typiquement, le processus P3 n'arrive pas à s'exécuter. Donc, ce qui crée un interblocage. Donc, ce que je vous propose, c'est reprendre ce programme-là, puis faire des tests un peu par vous-même. Et n'hésitez pas à tester vos propres solutions. Bon, l'exercice 2. Donc, il s'agit d'un problème de lecteur et écrivain qui souhaite accéder à un document. Donc, pour respecter les contraintes d'intégrité, il faut que, quand un écrivain est en train d'écrire, qu'on n'ait ni écrivain ni lecteur en train d'accéder au document. Par contre, on accepte le fait qu'il y ait plusieurs lecteurs en même temps. Donc, ce que je vous avais indiqué, c'est un sémaphore est suffisant pour résoudre ce problème. Bon, vous allez voir, en fait, il en faut au minimum 2. Désolé. Donc après, on verra une solution en Java. Donc la solution de l'exercice 2, donc je vous ai décrit la méthode avec ce petit texte. Donc une solution simple, c'est de prendre un sémaphore mutex qui est initialisé à n. Pour accéder à la sélection critique, un lecteur se contente de faire un P de mutex et sort par un V de mutex. Par contre, pour le lecteur, il faut qu'il fasse P du mutex n fois, de telle façon qu'il puisse absorber les n valeurs du mutex. Et pour sortir, il refait n fois. De cette façon, on accepte d'avoir plusieurs lecteurs en même temps. Par contre, quand un écrivain accède, il accède en section critique. Par contre, c'est important d'ajouter un deuxième sémaphore pour éviter que deux lecteurs en même temps, quand ils rentrent en section critique, ils prennent une partie de la valeur du mutex. Alors, j'ai introduit un nouveau sémaphore que j'ai appelé mutex écrivain, qui résout ce problème-là. Donc, la solution, elle donne ça. Donc, j'ai mes deux sémaphores, mutex et mutex écrivain. Donc, on retrouve le code du lecteur que je vous ai donné juste avant. Et puis, pour l'écrivain, donc il fait P du mutex écrivain, et il termine par V du mutex écrivain afin d'éviter qu'il y ait deux écrivains qui veuillent accéder en même temps au document.
Et à l'intérieur, vous voyez qu'on exécute n fois p de mutex. Après, on écrit, on fait n fois v de mutex. Donc, une petite démonstration dans laquelle le nombre de lecteurs est limité à n, donc ici n égale 2. Donc pour cela, j'ai créé deux sémaphores, notre sémaphore mutex et mutex écrivain. Donc notez que mutex est initialisé à n et mutex écrivain à 1. Donc mutex pour mémoire, mutex écrivain sert simplement à éviter que deux écrivains se mettent à vouloir rentrer en section critique en même temps. Donc là, on retrouve le code du lecteur qui se résume à faire un P du mutex, indiquer qu'il lit, suivi de V de mutex. Le code de l'écrivain, première chose, il fait un P de mutex écrivain pour éviter qu'il y ait plusieurs écrivains en même temps qui veulent rentrer en section critique. Et là, on fait n fois P de mutex. Donc là, on retrouve le code indiquant que l'écrivain écrit. Et on termine par n fois v du mutex et une fois v de mutex écrivain. Alors dans mon code, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé 4 écrivains que je démarre, suivi de 4 lecteurs, et j'ai terminé par 4 écrivains. Donc regardons ce que ça donne. Donc je lance l'exécution. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est un écrivain qui écrit, suivi par 4 lectures. Donc là, il ne fonctionne pas en parallèle, sûrement parce que un des écrivains a commencé à prendre un mutex. Et là, on a les dernières écritures des écrivains. Alors, on peut changer un petit peu la simulation. Par exemple, ici, ce que je vais décider, c'est... je supprime les 4 premiers écrivains. Je recompile. Et je relance l'exécution. Et là, on voit que au départ, on a les lecteurs qui commencent à lire en parallèle. Alors, par simulation, c'est extrêmement compliqué de retrouver plein d'entrelacements qu'on aimerait avoir. Donc, pour cela, il faudrait jouer sur les slips qui sont là. Donc, pour notre problème des lecteurs-écrivains, donc ce que je vous ai donné juste avant, c'est une solution pour n lecteurs, et c'est une solution qui est non équitable. Non équitable dans le sens où il est possible qu'un écrivain se retrouve bloqué, alors que les lecteurs continuent à lire. Pour avoir une solution équitable, une petite variante va consister à juste ajouter, avant qu'un lecteur accède au document, un P de mutex écrivain suivi d'un V de mutex écrivain. De cette manière, quand un écrivain commence à vouloir accéder au document, il bloque les lecteurs. Donc c'est une technique classique qu'on retrouve pour résoudre des problèmes de sémaphore. Alors, on va s'intéresser à une extension de notre problème, c'est le lecteur-écrivain, mais sans la contrainte de n. Donc pour cela, on va introduire une nouvelle variable qui est le nombre de lecteurs. Et on va retrouver deux sémaphores, notre sémaphore mutex qu'on avait avant, et puis un autre sémaphore que j'ai appelé salle vide. Donc pour l'écrivain,
si la salle est vide, j'écris. Et puis, une fois que je sorte, je fais un V de salle vide. Donc, pour l'écrivain, le code est beaucoup plus simplifié. Il n'a pas besoin de faire n fois mutex. Par contre, pour le lecteur, la technique, c'est une technique qu'on appelle une technique d'interrupteur. La première chose qu'on fait, c'est en section critique, entre P de mutex et V de mutex, on incrémente le nombre de lecteurs. Et si le lecteur est à 1, c'est-à-dire que on a juste le lecteur qui vient d'entrer, qui veut rentrer en section critique, il demande l'accès à la salle. La demande d'accès à la salle se fait par un P de salle vide. Une fois qu'il y arrive, il peut lire, et puis en sortie, il décrémente le nombre de lecteurs, et puis s'il n'y a plus de lecteur qui est en train de lire, il fait V de salle vide, donc il libère la salle de telle manière que, par exemple, un écrivain puisse accéder à la salle de lecture. Alors notez bien dans cet exemple, dans ce code, c'est que s'il y a déjà un lecteur, le lecteur accède directement à la salle de lecture, donc il se met à lire, sans demander l'accès à la salle. Donc, cette technique-là utilise un pattern qu'on appelle le pattern interrupteur. Donc là, j'ai repris le code du lecteur. La première partie du code consiste à quelque chose du type « j'allume la lumière si je suis le premier dans la salle ». Bon, allumer la lumière équivaut à faire P de salle vide, donc une demande d'accès à la salle. Et la deuxième partie, j'éteins la lumière si je suis le dernier dans la salle. Donc le dernier dans la salle, d'une certaine manière, éteint la lumière. Donc il libère la salle pour, par exemple, un écrivain. Alors on peut formaliser ce pattern-là en écrivant une classe qui s'appelle interrupteur. Donc là on retrouve le code d'entrée dans la salle et le code de sortie dans la salle. C'est exactement le même qu'on avait avant. Donc ce qu'il a besoin, c'est juste un compteur, un sémaphore mutex, et puis pour faire fonctionner cet interrupteur, bon, là j'ai passé en constructeur un sémaphore qui s'appelle lumière, de telle façon que l'écrivain puisse accéder à ce sémaphore lumière. Donc avec cette classe, le code se simplifie grandement. Donc qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de notre sémaphore salle vide, est un interrupteur, que j'ai appelé interrupteur, qui est initialisé avec le sémaphore salle vide. Le code de l'écrivain n'a pas changé. Par contre, le code du lecteur, notez bien, c'est juste interrupteur en entrée. Donc il allume la lumière si c'est le premier. Et puis en sortie, quand il sort, si c'est le dernier, il éteint la lumière. Donc voici le principe en utilisant l'interrupteur. Donc comment on gère l'équité? Donc le problème de la solution précédente, c'est le fait qu'on peut avoir plein de lecteurs qui se mettent à lire, empêchant un écrivain d'y accéder. Donc j'ai introduit un nouveau sémaphore que j'ai appelé sémaphore équité. Et donc le code de l'écrivain, dans le code de l'écrivain, j'ai juste rajouté un P de équité au début et un V de équité à la fin. Et pour le lecteur, je le commence par P de équité, V de équité. Donc l'objectif ici, c'est que quand un écrivain veut accéder à la section critique, donc veut écrire, il bloque tous les lecteurs qui pourraient arriver juste après lui. Voilà. Donc une petite démonstration, sans la contrainte du n. Donc qu'est-ce que vous retrouvez? C'est le nombre de lecteurs, et puis nos deux mutex, nos deux sémaphores, mutex et salle vide. Donc il s'agit de la solution avec le programme monolithique. Donc pour le lecteur, en section critique, qu'est-ce qu'il fait? Il incrémente le nombre de lecteurs, et si c'est le premier lecteur, il attend que la salle soit vide.
S'il y avait déjà un lecteur, il n'a pas besoin de demander que la salle soit vide. Il rentre directement dans la salle. Donc là, il lit. Et quand il sort de la salle, on décrémente le nombre de lecteurs. Si on est le dernier lecteur, on libère la salle. Le code de l'écrivain est beaucoup plus simple. Il demande la salle. Une fois qu'il l'a obtenu, il écrit. Et après, il libère la salle. Alors dans le programme principal, je me suis contenté de créer un certain nombre d'écrivains, un certain nombre de lecteurs, et j'ai poursuivi par un certain nombre de créations d'écrivains. Alors si je lance l'exécution de ce programme, donc, ce que je fais maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Donc au départ, on a quelqu'un qui écrit, un deuxième qui écrit, un troisième qui écrit, et là on retrouve un nombre indéterminé de lecteurs qui lisent en même temps. Et enfin, plusieurs autres qui écrivent. Alors on peut avoir une solution, une présentation simplifiée du programme, justement en utilisant la notion d'interrupteur. Or, notre interrupteur, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a son propre compteur et puis un sémaphore mutex. Et dans le constructeur, on retrouve le sémaphore lumière qui correspond au fait de pouvoir accéder à la salle. Donc le code d'entrée, c'est celui qu'on a vu précédemment. En section critique, on incrémente le compteur. Si le compteur est à 1, donc on est le premier, on allume la lumière. Sinon, on n'a pas besoin d'allumer la lumière. Et quand on sort, si on est le dernier, on sort en éteignant la lumière. Donc en utilisant ce pattern, le code du problème de lecteur-écrivain est beaucoup plus simple. Donc le lecteur, lui, il se contente d'appeler la méthode entrée. Et quand il sort, la méthode sortir. Et le code de l'écrivain est identique. Notez que l'interrupteur a pris comme paramètre le sémaphore qui s'appelle salle vide, qui est aussi celui qui sera utilisé par l'écrivain. Le programme principal est exactement le même que le précédent, avec la création d'un certain nombre d'écrivains, de lecteurs, puis d'écrivains. Je recompile. Et j'exécute. Et on retrouve une simulation qui est de même nature que la précédente, où on retrouve des lecteurs qui lisent en même temps. Donc on va changer un petit peu la simulation. Imaginons que on crée un certain nombre de lecteurs puis d'écrivains, puis regardons qu'est-ce qui se passe. Donc, je recompile. Je lance l'exécution. Voilà, donc on retrouve les lecteurs qui commencent et puis les autres qui écrivent.
Imaginons que maintenant, au lieu de faire ça, on va entrelacer les lecteurs et les écrivains. Pour ça, on va se contenter de supprimer normalement ces deux lignes-là. Voilà. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit, hein? C'est que bon, on a deux écrivains qui ont réussi à écrire. Et puis d'un seul coup, il y a les trois lecteurs qui sont mis à écrire, bloquant les deux autres écrivains. Alors maintenant, si on veut rajouter une notion d'équité, donc, comme je vous l'ai indiqué, il suffit de rajouter un sémaphore que je vais appeler équité. Et donc, avant d'accéder, de faire la demande de lecture, un lecteur, lui, il demande d'acquérir la section critique. Acquire. Et la première chose qu'on peut faire après, c'est qu'on libère. Donc ça, c'est le lecteur. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre ces deux lignes de code, je vais les rajouter à l'écrivain. Ici. Et à la fin. Et on va relancer l'exécution. Et voir la différence. Et donc par ce biais-là, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a un écrivain qui écrit, on a deux lecteurs qui arrivent à passer, et l'écrivain numéro 2, lui, arrive à écrire. Sans équité, les 4 lecteurs seraient passés avant l'écrivain. Voilà. Donc qu'est-ce qui est important de noter? C'est que donc, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est la manière de gérer l'équité. Vous voyez, la gestion de l'équité est relativement simple. Il suffit d'introduire un sémaphore. L'autre point qui est important, c'est la notion d'interrupteur, qui est donnée ici avec entrée et sortie, qui permet de simplifier grandement le code. Alors, pour certains problèmes, la notion d'interrupteur peut être utilisée telle qu'elle, mais dans d'autres, il faut vraiment l'adapter. L'adaptation consiste en général à, quand on est le premier, on fait une action, et l'action n'est pas forcément de faire P de lumière, mais peut consister à faire autre chose. Une action qui est « qu'est-ce que je fais quand je suis le premier ?» Et souvent, en sortie, on fait une deuxième action. Donc à chaque fois, il faut s'adapter. Donc maintenant, je vais vous proposer deux petits exercices. Un problème classique qui s'appelle le problème du pont. Alors dans ce problème,
on a deux types de voitures, des voitures qui arrivent par le nord et des voitures qui arrivent par le sud. Ils doivent passer. C'est un pont à voie unique. En d'autres termes, on ne peut pas avoir des voitures du nord et des voitures du sud qui passent le pont en même temps. Par contre, on peut avoir plusieurs voitures du nord qui passent et de la même façon plusieurs voitures du sud qui passent. Donc, il s'agit, dans cet exercice, de donner le code pour les deux types de processus voitures et dans un premier temps, sans se soucier de l'équité. Après, un problème un peu plus difficile, c'est résoudre le problème d'équité et puis surtout tester vos solutions en Java. Donc une petite indication pour résoudre ce problème-là, n'hésitez pas à utiliser un interrupteur. Un deuxième problème classique avec les sémaphores, c'est le problème du barbier. Donc c'est un problème qui a été proposé par Dijkstra. Dans une boutique du barbier, vous avez une salle d'attente qui comporte N chaises et une salle de rasage. Quand le barbier n'a pas de client, il s'endort. Quand un client entre dans la boutique et ne trouve pas de chaise dans la salle d'attente, il repart. Quand le barbier est en train de raser, les autres clients sont assis sur les chaises de la salle d'attente en attendant leur tour. Quand le barbier dort, le premier client qui arrive le réveille. Alors, pour concrétiser ce problème-là, j'ai indiqué quelques règles qui vous permettent de créer, de construire un processus client et un processus barbier. Donc, par exemple, si un client arrive et que la salle est pleine, il s'exclame et dit zut et repart. En entrant dans la salle, il dit ouf, je rentre. Quand le barbier rase un client, le barbier dit « je rase » et le client « on me rase ». En d'autres termes, vos deux processus s'exécutent en même temps. Vous avez un client qui dit « on me rase » pendant que le barbier dit « je rase ». En sortant, le client dit « super ». Le barbier part à la sieste avec un « je dors », puis un « je me réveille ». Donc, avec les éléments que je vous ai donnés, donnez le code des processus client et barbier et surtout, testez votre code en Java. Voilà, je vous remercie de votre attention. À très bientôt.